Hi, Republicans. We're doing really well. If you're in line, stay in line. Don't let them take you off that line. Vote. Stay on the line. They can't do anything about it. And vote. We're going to win it big. Thank you. Que l'on vient d'apprendre il y a quelques instants qu'une fusillade a éclaté cette nuit à Poitiers. Le préfet évoque 5 blessés et vraisemblablement il y aurait plusieurs centaines de personnes impliquées. Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une risque entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes. On me parle, le préfet fait un compte-rendu et en citant entre 4 et 600 personnes. Ces tirs ont été suivis d'échauffourées impliquant, selon le procureur, 50 à 60 personnes. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut un sursaut. Il faut, comme on a fait du terrorisme, une cause nationale. Il faut faire de la lutte, de la guerre, du combat contre les narco-racailles, contre le narco-banditisme, une vraie cause nationale. Voilà. Je pense qu'on devrait tester aussi le mix entre de la police nationale, police municipale et des militaires pour envoyer un véritable électrochoc dans ce pays. Au moment où cette chronique est enregistrée, on ne connaît pas encore le résultat de l'élection présidentielle américaine. Et cette attente promet d'être quelque peu anxiogène, car on redoute évidemment une victoire de Donald Trump, dont l'ancien chef de cabinet à la Maison-Blanche, le général John Kelly, qui n'est pas exactement un communiste échevelé, affirme qu'il l'a entendu déclarer qu'Hitler avait, je cite, fait de bonnes choses, et considère désormais qu'il a, je cite encore, le profil d'un fasciste qui pourrait gouverner comme un dictateur. Je voudrais dire que c'est un grand honneur. Je vous remercie encore une fois. Je ne faillirai pas à ma mission. L'Amérique sera plus forte et plus sûre qu'elle n'a jamais été auparavant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. De fait, Trump lui-même a plusieurs fois répété que s'il était élu, il se comporterait en dictateur pour un jour, puis il a expliqué le 13 octobre dernier qu'il était prêt à lancer la garde nationale, et pourquoi pas l'armée américaine, contre ce qu'il appelle l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire contre ses opposants politiques. On n'a pas de commentaire particulier à faire ici et maintenant sur cette élection à propos de laquelle tout a déjà été dit et redit, et dont nous savons qu'elle engage bien au-delà des États-Unis le sort de la planète tout entière, et notamment celui des Palestiniens, puisqu'une victoire de Trump, candidat préféré de Netanyahou, galvaniserait évidemment le gouvernement israélien qui les massacre par dizaines de milliers depuis bientôt 13 mois, et qui depuis plusieurs semaines est en cette tuerie au Liban. Mais on peut tout de même relever que c'est par le mensonge que le trumpisme s'est imposé aux États-Unis, en tordant constamment la vérité pour la remplacer par une vérité alternative sans rapport avec la réalité factuelle, de telle sorte qu'aujourd'hui les mots ne veulent plus dire grand-chose, et que le langage a été si profondément subverti par Trump et par les médias qui le soutiennent, qu'il peut désormais proférer les plus énormes énormités et les mensonges les plus crasseux, sans que cela ne dissuade son électorat de voter pour lui. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. En France, nous n'en sommes pas encore au point où un candidat peut très tranquillement raconter, comme l'a fait Trump au mois de septembre dernier, que des migrants volent des chiens et des chats pour les manger. Mais comme on l'a déjà plusieurs fois répété dans cette chronique, 7 années de macronisme ont largement normalisé la pratique du mensonge dans le débat public, et la vérité continue à être quotidiennement maltraitée par les plus hauts représentants de l'État et par leurs journalistes et leurs éditocrates de compagnie. Vendredi dernier, 1er novembre, par exemple, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a déclaré avec beaucoup d'aplomb que la fusillade dans laquelle un adolescent avait été tué à Poitiers la veille au soir avait été suivie, je cite, d'une rixe entre bandes rivales impliquant 400 à 600 personnes. Le procureur de la République l'a très vite corrigé, expliquant qu'en fait de bagarres impliquant plusieurs centaines de participants, les policiers arrivés sur les lieux après la fusillade s'étaient retrouvés, ouvrez les guillemets, au contact d'une soixantaine de personnes qui souhaitaient être informées des événements et qui faisaient montre d'une certaine véhémence dans leurs revendications. Bruno Retailleau a donc proféré une contre-vérité, et 3 jours plus tard, le lundi 4 novembre, la maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit, attendait toujours qu'il rétablisse la vérité sur ce qui s'était réellement passé dans sa ville.
Mais la presse et les médias dominants, plutôt que de s'offusquer qu'un si haut personnage puisse proférer un tel bobard sans même se donner la peine de le corriger, se sont empressés de klaxonner avec une servilité absolument admirable qu'il s'agissait, je cite, d'une simple erreur de communication. Cet événement a commencé à 22h45 hier soir, j'en ai été informé cette nuit. Il y a pour le moment 5 blessés, dont plusieurs blessés sont des blessés graves et même très graves. Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une risque entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes. On me parle, le préfet fait un compte-rendu et en citant entre 4 et 600 personnes. Un ministre peut donc très tranquillement s'affranchir de la réalité des faits pour raconter une histoire mensongère, mais qui vient très opportunément justifier sa politique sécuritaire. Il trouvera toujours des journalistes pour lui écrire un mot d'excuse. Do you regret what you did? Nah. Would you do it again? Sure, why not? D'autres fois, le trucage de la réalité est un tout petit peu plus subtil, ou à tout le moins plus contourné. C'est le cas, par exemple, quand l'éditocrate Bernard-Henri Lévy, apprenant la semaine dernière qu'une newsletter états-unienne consacrée au monde de l'édition avait refusé de publier une réclame pour la traduction américaine de son dernier livre, consacré à Israël, se présente comme une victime de la cancel culture et d'une censure dont il se demande, dans un post écrit en anglais et publié le 27 octobre sur X, ex-Twitter, si elle est motivée par la couardise, par la stupidité ou par l'antisémitisme. Fin de citation. Quelques jours plus tard, BHL, décidément furieux que des journalistes osent user de leur droit de choisir librement les encarts publicitaires qu'ils souhaitent ou ne souhaitent pas publier, revient longuement sur cet épisode dans une chronique parue le 31 octobre dans le magazine Le Point et sobrement titrée, ouvrez les guillemets, de l'antisémitisme en Amérique. L'éditocrate concède dans cette étonnante rédaction qu'on peut tout à fait juger que la non-publication d'une publicité pour son livre est un incident mineur. Mais c'est pour mieux asséner immédiatement après que, je cite, « la même sorte d'aventure est arrivée à Elisa Albert, une jeune autrice qui a vu sa présence dans un festival littéraire new-yorkais annulée parce que 2 intervenants ont refusé de partager la scène avec une sioniste et qu'une mésaventure semblable est aussi arrivée à Joshua Leffer, un autre jeune auteur juif qui devait présenter son dernier livre dans une librairie de Brooklyn, qui a annulé l'événement au motif qu'était prévu un débat contradictoire avec le rabbin local. Poursuivant sa démonstration, Bernard-Henri Lévy explique ensuite très sérieusement qu'aux États-Unis, le nom d'Israël est en train de devenir imprononçable. Puis il ajoute que cet état des choses n'est évidemment pas sans rapport avec ce qu'il appelle la vague de soutien au Hamas qui déferle sur ces mêmes États-Unis depuis le 7 octobre 2023. Puis il ajoute encore que cette vague est elle-même alimentée par le vent de haine antisémite qui souffle sur les campus des universités américaines, où toutes les minorités ont vocation à être protégées, sauf la minorité juive, soutient-il. Puis il conclut qu'il a décidé de riposter en allant sur les plus prestigieux de ses campus plaider la cause d'Israël et expliquer que ce pays mériterait d'être célébré par les étudiants progressistes de bonne volonté. Et tout ça est très bien, mais dans sa colère, BHL a oublié de mentionner quelques détails intéressants. Comme celui-ci, par exemple, comme l'expliquait le Times of Israel dans un article publié le 22 septembre dernier, Elisa Albert, la jeune autrice dont l'éditocrate déplore que sa participation à un festival littéraire new-yorkais ait été annulée, a, je cite, fréquemment publié sur Instagram des messages contre les manifestants qui dénoncent les agissements d'Israël à Gaza et qu'elle les a qualifiés d'apologistes du terrorisme, ce qui explique peut-être pourquoi des militants pro-palestiniens n'ont pas forcément envie de discuter avec elle. De la même façon, lorsque BHL écrit qu'une librairie de Brooklyn a annulé une présentation du dernier livre du jeune auteur Joshua Leffer, cette information est exacte. Mais il oublie soigneusement de préciser que cette annulation a été décidée par une employée qui a agi de sa propre initiative et qui a été immédiatement licenciée par le propriétaire de la librairie, et que le débat dont l'éditocrate explique qu'il a été empêché a finalement eu lieu quelques jours plus tard à Brooklyn. Enfin et surtout, BHL renverse complètement la réalité lorsqu'il prétend que les universités américaines, où d'innombrables étudiants juifs participent aux mobilisations en faveur des Palestiniens, seraient gangrenées par la haine antisémite et que la minorité juive serait la seule à ne pas être protégée sur ces campus. Dans le monde réel, en effet, et Bernard-Henri Lévy, qui se tient au courant de l'actualité américaine, ne l'ignore évidemment pas, ce sont les étudiants et les enseignants dénonçant le massacre en cours à Gaza,
qui depuis plus d'1 an font l'objet dans ces universités d'une répression toujours plus sévère, destinée à briser leur mobilisation, auquel participent, répétons-le, un très grand nombre de militants juifs. De sorte que sur les campus états-uniens, contrairement à ce que soutient Bernard-Henri Lévy, c'est plutôt le nom de Gaza qui devient imprononçable sous peine de lourdes sanctions. Un peu comme chez nous, en France, où la gauche, qui exige l'arrêt du massacre des Palestiniens, fait depuis 1 an l'objet d'attaques toujours plus brutales et toujours plus extravagantes. Je crois qu'il y a chez ces gens, lui et d'autres, comme à l'autre bord du spectre politique, chez un ancien Premier ministre qui s'appelle Dominique de Villepin, il y a une haine qu'ils inspirent, qu'ils dégagent. Une haine de qui ? Une haine d'Israël et une haine de ceux dont Israël est le nom, c'est-à-dire en effet les Juifs, oui. Il y a quelques jours, par exemple, c'était le 3 novembre, le député macroniste Carl Olive, après avoir très tranquillement expliqué à la radio qu'il souhaitait envoyer l'armée française dans certains quartiers, a tout aussi posément proposé d'interdire purement et simplement la France insoumise, principale formation de l'opposition de gauche. Ce pourrait être mot pour mot une déclaration de Donald Trump. You are fake news. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Il faut à la fois du renforcement de présence de ces personnes-là dans les quartiers, et je vais même aller plus loin, et je vous le dis, je pense que on devrait tester aussi le mix entre de la police nationale, police municipale et des militaires pour envoyer un véritable électrochoc dans ce pays.